Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance consacrée à une application spécifique du concept d'analogie. Pour illustrer, si vous voulez, une exploitation de la question de l'argument par analogie. Alors, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder un peu rapidement l'année dernière et que j'ai repris cette année, dans le cadre d'une conférence que j'ai faite à Lyon récemment. C'est la question de l'analogie holocauste animal qui est utilisée par ce qu'on appelle les antispécistes, c'est-à-dire, on va le définir tout à l'heure, mais en gros un mouvement de défense de la condition animale qui a pour particularité, pour certaines de ses orientations, d'utiliser cette analogie. Alors, la question que je pose, c'est faut-il accepter l'analogie holocauste animal pour être vraiment antispéciste ? Donc, autrement dit, est-ce que un antispéciste convaincu, un antispéciste réel, un vrai antispéciste, est obligé d'accepter, de trouver totalement normal cette analogie holocauste animal qui signifie, je le précise peut-être pour certaines étudiantes étrangères, que ce qui se produit dans les abattoirs où on tue les animaux est du même ordre que ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle l'Holocauste ou le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps d'extermination. Donc, vous voyez que la question que je pose, c'est est-ce que la linguistique peut nous servir à réfléchir un peu à ce genre de problème ? Bon, d'abord, c'est une question un petit peu délicate, puisque la question de la frontière homme-animal, de savoir comment les hommes doivent se comporter avec les animaux, est une question complexe, pour laquelle il n'y a pas de réponse simpliste. Alors, il y a des réponses simplistes qui permettent d'éviter le problème. Elles sont de deux types. Soit on considère que la question ne se pose pas, on l'accepte pas, on s'en fiche, parce que l'urgence, c'est de sauver les animaux. Donc on est là, si vous voulez, dans une sorte d'activisme, d'urgence activiste, qui caractérise certains antispécistes et qui se moquent un peu de questions de ce genre-là, qui seraient vues comme des questions de langage totalement superficielles, sans importance, l'important étant de sauver les animaux. Bon, ça c'est une première manière de ne pas réfléchir au problème, de refuser de réfléchir à ce problème, ou si vous voulez, de transférer la réflexion plus sur les conditions d'action de cet activisme et qui caractérise cet activisme. Et puis une autre solution serait de dire, moi je ne suis pas antispéciste, je considère qu'il n'y a pas cette différence, disons cette assimilation entre l'homme et l'animal qui caractérise l'antispécisme, donc je suis spéciste et j'estime que de toute façon il n'y a pas de problème parce que il faut refuser cette analogie, ça n'a rien à voir, l'être humain et l'animal, donc il n'y a pas de problème. Bon, donc on va essayer d'entrer dans la complexité de cette question. Alors évidemment, je ne vais pas entrer dans la problématique réelle de l'antispécisme, je vais juste définir au minimum pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe que ce que je vais utiliser, ce que je vais expliquer, mais ce qui m'intéresse, c'est d'entrer dans cette question sous l'angle du langage. Alors, on trouve sur Internet une conférence de Catherine Kerbrau-Orecchioni, que vous connaissez sans doute comme spécialiste de la question de l'énonciation, qui est quand même une référence très très réputée, solide, fiable pour les questions d'énonciation, et cette linguiste travaille actuellement sur ces questions d'éthique animale, de spécisme, antispécisme, etc. Elle prépare un livre sur ce sujet, et elle a déjà commencé à réfléchir à un certain nombre de problèmes linguistiques sur le fait qu'on utilise certains mots uniquement pour les êtres humains, d'autres pour les animaux. Par exemple, accoucher pour les êtres humains, mais mettre à bas pour les animaux. Bref, toutes sortes de caractéristiques du français, en l'occurrence, qui montrent que la langue maintient séparé,
sous beaucoup d'aspects l'homme de l'animal. Bon, c'est pas toujours le cas. En français, par exemple, le pronom « il » permet de renvoyer aussi bien aux hommes qu'aux animaux, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues, qui peuvent séparer. Bref, donc, on va utiliser les ressources de la linguistique, en particulier de la linguistique de l'argumentation, puisque c'est de l'argumentation par analogie, mais aussi les ressources, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle je vous parle de ce sujet, de la linguistique analogique. Alors, la question générale, si on veut, plus générale, au-delà de ce séminaire dans lequel s'inscrit cette problématique, c'est une sorte de double tension contemporaine entre, d'une part, une hyperviolence langagière qui est une conséquence du développement de la technologie et des réseaux sociaux, qui fait que les individus quelconques, devant leur ordinateur, peuvent écrire et diffuser des paroles extrêmement violentes sans avoir du tout peur de cette violence parce qu'ils sont protégés par leur ordinateur. Donc il y a une hyperviolence dans les productions verbales qu'on trouve dans les réseaux sociaux et d'un autre côté une hypersensibilité au langage qui se traduit par toutes sortes de réflexions autour de la question de la dénomination des femmes, des métiers des femmes, du genre. On fait, disons, il y a toutes sortes de préconisations ou de suggestions qui sont proposées pour éviter le masculin générique, par exemple. Par exemple, vous avez remarqué que toujours quand j'introduis ce séminaire, je dis bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques années, je disais bonjour à tous, en considérant que tous est masculin, générique, et que même si vous êtes des femmes, vous entrez dans la rubrique de tous. Bon. Aujourd'hui, une sensibilité un peu différente s'est développée, et ça me paraîtrait aujourd'hui très étrange de dire bonjour à tous. Ça me paraîtrait très inapproprié. Mais bon, c'est mon sentiment linguistique qui a évolué en fonction de... Voilà. Bien, alors, on a comme ça une sensibilité langagière qui est très forte, qui est sans doute plus exacerbée qu'à d'autres époques, et qui contraste terriblement avec l'hyperviolence qu'on a d'un autre côté. Bon. Et puis, parallèlement, on a, mais ça dépasse un peu notre sujet, une sorte de tension entre le naturalisme et l'antinaturalisme, mais je vais laisser cette question de côté. Alors, voici comment je vais traiter le problème. Je vais d'abord illustrer le sujet. De quoi parle-t-on quand on parle d'holocauste animal, exactement. Et puis donc ça me donnera l'occasion, bien sûr, de définir ce qu'on entend en général par spécisme. Et puis ensuite, on regardera les arguments, parce que les antispécistes développent un certain nombre d'arguments pour dire cette analogie, elle est justifiée. Mais d'autres personnes ne sont pas d'accord. Et puis donc, on examinera ensuite l'analogie elle-même pour voir un peu sa nature et sa structure. Alors je commence donc par les attestations antispécistes de cette expression holocauste animal ou génocide animal. Je ne fais pas tellement de différence. Il y a une différence bien sûr entre les deux, mais pour le sujet qui m'intéresse, cette différence entre holocauste et génocide n'est pas tellement pertinente. C'est la même analogie dans les deux cas. Alors, je vais être obligé évidemment de montrer des images assez choquantes. J'en suis désolé, si vous ne voulez pas les regarder, vous ne les regardez pas, mais il y a forcément dans ce type d'utilisation, si vous voulez, politique d'une analogie, forcément des tentatives de choquer le public. Donc, alors, premier exemple qui date du 6 mai 2016. Bon, c'est juste un exemple très simple ici. On voit bien hommage aux victimes de l'Holocauste animal. Donc, vous voyez cette expression, Holocauste animal. Et là, ce sont des militants d'une association qui s'appelle 269 Life Libération Animale. Ils sont sur une place. Alors vous voyez, il y a un animal mort ici, et puis il y a tout un happening, comme on pourrait dire, autour de cette notion. Mais je mentionne cette manifestation en raison de la présence de cette expression holocauste animal. Vous voyez, même chose ici, un peu après, toujours à Lyon, hommage aux victimes des abattoirs, stop à l'holocauste animal. Donc, vous voyez, et c'était le 11 novembre, donc évidemment, le 11 novembre, c'est une date anniversaire de commémoration en France. Ils ont saisi cette opportunité pour dire, mais
bien sûr, il y a eu des morts pendant la guerre, mais il y a beaucoup de morts dans les abattoirs, donc il y a aussi un hommage qui est fait aux victimes des abattoirs. Viande égale génocide animal, du même genre, hein, ça vient d'un autre groupe Action Directe Animaliste. Il y a une très grande diversité de tous ces groupes qui défendent la cause animale. Alors là, on entre dans des choses déjà un peu plus typées, qui sont des œuvres d'une artiste qui s'appelle Jo Fredericks et qui est australienne et qui a utilisé notamment, enfin qui a peint cette image qui est reprise très souvent par les antispécistes, hein, où là on voit bien l'analogie, mais visuellement, entre le signe du nazisme ici, donc ce bâtiment qui évoque un camp d'extermination, et puis des moutons qui vont à l'abattoir. Alors ça c'est très ambigu, parce qu'on peut le comprendre dans les deux sens. Hein. On peut aussi comprendre que les juifs étaient des moutons qui vont à l'abattoir. C'est ce qui est évidemment très problématique pour les juifs eux-mêmes. Voilà un autre exemple d'une autre association assez célèbre, Farm Animal Rights Movement. Voilà, un tableau de Jo Fredericks, Everyday. Un autre, dont je vais reparler tout à l'heure parce qu'il a été l'objet d'une controverse avec une députée européenne polonaise, dont je vais reparler dans un instant. Et puis là, on commence à être dans les images très choquantes, hein, avec des parallélismes. Animal Auschwitz, Holocauste animal, donc avec d'un côté les photos des camps d'extermination, et puis de l'autre côté des poules, ici un autre. Alors ça, ce sont des campagnes qui ont été faites, donc à partir, là la photo, c'est à partir d'une photo d'une journaliste américaine, Lee Miller, une photographe, qui a fait des photos des camps de concentration. Elle a été détournée, et vous voyez, là c'est la même photo, mais on a enlevé le personnage du milieu, pour une campagne de l'association PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, campagne de 2004 qui a suscité beaucoup de protestations. Même chose, The Holocaust on your plate. Là, une autre image, To Animals, All People are Nazis, c'est-à-dire ici on a une image qui est reprise dans toutes sortes de langues, hein, et qui est beaucoup utilisée. Et cette expression pour les animaux, tous les humains sont des nazis, elle a une origine très précise dont on va parler. Alors, je vous donne un exemple donc récent d'un problème de ce type-là, lancé par une députée, donc Madame Spurek, qui est une députée européenne, donc polonaise, et qui est donc végane, vous voyez, pro-animal activiste, et qui a lancé ce tweet, et donc ça date, c'est tout récent, hein, vous voyez, ça date du 22 janvier dernier, donc il y a un mois, quoi, à peu près, et elle a diffusé ce tweet avec donc le tableau de Jo Fredericks que vous reconnaissez, qui date de 2004, hein, le tableau, donc elle a récupéré une image déjà ancienne, hein, je vous le donne en traduction. Jo Fredericks donne matière à réflexion, ouvre les yeux sur la façon dont nous traitons les animaux. Cette image a rappelé, bon, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe, et c'est bien parce qu'il est temps pour une discussion sérieuse sur le traitement des animaux, les conditions dans lesquelles ils vivent et comment nous les tuons. Est-ce humain? Est-ce encore de l'agriculture? Bon, alors elle a saisi l'occasion d'un anniversaire de célébration du génocide et pour diffuser cette image. Alors évidemment, ça a provoqué des protestations au Parlement européen, et en particulier de Johnny Daniels, qui est le fondateur, qui a fondé un groupe qui commémore donc les camps, enfin, je veux dire le judéocide des Juifs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il a écrit une lettre au président du Parlement européen pour dire en particulier, je souligne juste ce passage de cette lettre, avec un sérieux manque d'éducation au sujet de l'Holocauste et une
une augmentation très déplorable de l'antisémitisme, en particulier en Europe. Il se trouve que le récent poste d'un membre du Parlement européen, Sylvia Spurek, ça fait que ce récent poste est encore plus agressif, de mauvais goût et détestable. Voilà, elle a mis dans une image des vaches habillées avec les vêtements de l'Holocauste, clairement avec une étoile, l'étoile que les Juifs étaient obligés de porter. J'ai reçu personnellement de multiples appels de survivants de l'Holocauste, des personnes qui étaient obligées de porter cette étoile, pardon, que Madame Spurek montre maintenant sur une vache. Alors, évidemment, si vous êtes juif, que vous avez dû porter une étoile jaune et que vous voyez une vache avec une étoile jaune, il y a quand même quelque chose qui c'est normal, hein, c'est assez naturel qu'on soit choqué par une chose comme celle-ci. Donc on a bien ici un clivage entre deux positions. La position de quelqu'un comme Sylvia Spurek qui estime que pour réveiller les consciences et rendre les gens sensibles aux souffrances des animaux subis dans les abattoirs et à leur exécution dans les abattoirs, à leur abattage, des personnes comme elle estiment qu'on a besoin de cette analogie, tandis que d'autres, comme Johnny Daniels ici, estiment que cette utilisation de l'analogie entre les abattoirs et les camps de concentration est scandaleuse. Alors, évidemment, on va étiqueter quelqu'un comme Sylvia Spurek du côté de l'antispécisme et quelqu'un comme Johnny Daniels du côté du spécisme. Mais le problème, c'est que la chose n'est pas aussi simple. Alors, voyons d'abord comment on définit l'antispécisme. Alors, l'antispécisme est défini, c'est le spécisme qui est défini dans le Petit Robert depuis 2017. Donc, c'est un terme je prends cette définition par facilité, mais évidemment, on ne se sort pas de la caractérisation de l'antispécisme avec une pure et simple définition. Il faudrait aller beaucoup plus loin, mais ça sortirait beaucoup de mon sujet. L'antispécisme, vous voyez, c'est un mot qui vient du latin, qui est décrit ici comme venant du latin species, espèce, d'après racisme et d'après l'anglais spécialisme. Donc, 1970, on va voir l'origine du mot. Donc, c'est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces. Donc, le spécisme postule une hiérarchie entre les espèces. En particulier, la supériorité de l'être humain sur les animaux. Donc, exemple d'une phrase qui est tirée d'un journal Le Matin, la lutte contre le spécisme, c'est l'extension du principe d'égalité au monde animal. Et par extension, on appelle spécisme le mauvais traitement ou l'exploitation des animaux. Alors, l'entrée est à spécisme et on renvoie au contraire antispécisme. C'est assez curieux, on le comprend parce que c'est le mot de base, spécisme, et on a fabriqué, linguistiquement, antispécisme est fabriqué sur spécisme. Mais en fait, ce sont les antispécistes qui ont créé le spécisme. Donc finalement, il aurait été préférable, je pense, de mettre une entrée antispéciste plutôt qu'une entrée spéciste. Bon, enfin bref, c'est un détail. Alors, le spécisme donc a été introduit en 1970, le terme en anglais, par Richard Ryder, donc qui était un chercheur qui faisait de l'expérimentation, et en particulier de l'expérimentation animale, et à un moment donné, il a eu une conscience que faire ces expérimentations sur les animaux avait quelque chose qui posait un vrai problème éthique, et donc à ce moment-là, il avait diffusé à Oxford une petite brochure dans laquelle il avait indiqué ses positions, vous avez le lien ici. En particulier, il disait la chose suivante: depuis Darwin, les scientifiques admettent qu'il n'y a aucune différence essentielle ou magique entre les humains et les autres animaux, biologiquement parlant. Donc c'est la fameuse histoire que dans notre ADN diffère d'un pourcentage microscopique de celui des grands singes. Pourquoi dès lors faisons-nous moralement une distinction radicale? Si tous les organismes sont sur un seul continuum biologique,
nous devrions aussi être sur ce même continuum. Vous voyez, c'est ça une forme de naturalisme, hein. C'est considérer que l'être humain est juste un animal humain. Et il y a des animaux, nous sommes tous des animaux, il y a des animaux humains, des animaux non humains. Bon. Là c'est un problème philosophique, hein, de savoir si un être humain, c'est juste un animal qui a des propriétés en plus, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre, d'une certaine façon. Alors, j'ai trouvé une petite vidéo dans laquelle, le même Richard Ryder explique comment est apparu le mot antispécisme. 1970, I coined the term speciesism to describe the prejudice against the other species and to draw the analogy with other prejudices like racism and sexism. Bon, vous remarquerez qu'il y a déjà une analogie là, hein, qui est en jeu, mais on va en reparler après. Ah, pardon, je remets la vidéo. Hein. 1970, I coined the term speciesism to describe the prejudice against the other species and to draw the analogy with other prejudices like racism and sexism. All species are related biologically and through evolution. And instead of treating the other species like objects, we should be treating them as our evolutionary cousins, as our kindred. We should stop exploiting them in laboratories, in factory farms, in the wild and elsewhere. I felt that speciesism was an unintelligent, out-of-date sort of prejudice. Darwin himself said this. Darwin worried about the way in which the human animal treated the other animals as our slaves. And indeed, there is a moral similarity between speciesism and slavery. The important thing about the other species of animal is that they can suffer pain, and there's growing scientific evidence that other animals do suffer pain. They have similar nervous systems to ourselves, they have similar biochemicals in the brain associated with the experience of pain in ourselves. So we can be fairly sure that they do experience pain and distress in the same sort of way that we do, hundreds of other species of animals. So it doesn't matter what species you're from, any more than it matters what race or gender you're from, the pain is the same. So we shall all have the same sort of respect, morally speaking. Voilà, donc vous voyez que, bon, là on a l'auteur, le créateur du terme spécisme qui décrit donc cette création comme une création analogique. Hein. Et en effet, spécisme a été créé le couple spécisme-espèce a été créé sur le modèle du couple sexisme-sexe, racisme-race. Donc il y a dans chaque cas une discrimination, fondée sur la race dans le cas du racisme, fondée sur le sexe dans le cas du sexisme, et fondée sur l'espèce dans le cas du spécisme. Bon, je ne vais pas. On pourrait là déjà commenter, hein, savoir si, en effet, là il n'y a pas un fossé qui est franchi avec. Est-ce qu'on a vraiment une analogie sur le même plan? Est-ce que même mettre sexisme, sexe en face de racisme, race, c'est justifié? Alors, on peut toujours le justifier sur un certain plan, hein, mais tout dépend évidemment de la perspective. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin sur la question du spécisme, il faut consulter, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ce sujet, vous connaissez forcément ce livre, de Peter Singer, qui s'appelle « La libération animale », donc un livre qui est devenu un grand classique, hein, de l'antispécisme, qui a été traduit en français, mais qui est traduit dans beaucoup de langues. Et donc Peter Singer a été en fait a connu cette problématique de l'antispécisme qui a été lancée par Ryder. Hein. Ryder raconte que parmi les gens qui ont répondu au tract qu'il avait envoyé, il y avait un jeune professeur un jeune philosophe qui s'appelait Peter Singer. Alors, c'est un philosophe, spécialiste d'éthique, de questions d'éthique, un philosophe qui a une orientation utilitariste, et donc qui définit le spécisme de la façon suivante. Je vais juste extraire 3 citations de ce livre.
le spécisme est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. Donc, évidemment, là, il vise uniquement l'être humain. Je veux dire, parce que si on lit un peu, si on fait semblant de ne pas comprendre et qu'on pourrait dire, mais oui, mais alors un lion qui dévore un être humain mais qui ne dévore pas un lion, il est spéciste à ce moment-là. Mais évidemment que cette citation, enfin cette définition est donnée pour dire que les membres de l'espèce qui est concernée par la question de la défense de ses propres intérêts à l'encontre d'une autre espèce, c'est l'espèce humaine. Alors là, il y a l'exploration de l'analogie avec racisme et avec sexisme. Les racistes, je cite, violent le principe d'égalité en donnant un plus grand poids aux intérêts des membres de leur propre race. Vous voyez, ce qui compte ici, du point de vue philosophique, disons, du point de vue de la réflexion éthique, c'est la question du poids des intérêts. Est-ce que, enfin, l'idée de l'utilitarisme, enfin, dans cette version-là, c'est de dire qu'on n'a pas de raison de faire en sorte qu'on accorde plus d'importance aux intérêts des uns qu'aux autres. Hein. Ce serait moralement injustifié, tout au moins néfaste à l'avantage de l'ensemble du groupe. Bon. Un plus grand poids aux intérêts des membres de leur propre race quand un conflit existe entre ces intérêts et ceux des membres d'une autre race. Les sexistes violent le principe d'égalité en privilégiant les intérêts des membres de leur propre sexe. Bon, alors évidemment, là aussi, ça marche que dans un sens, hein, c'est uniquement le sexe masculin qui défendrait son intérêt par rapport au sexe féminin. De façon similaire, les antispécistes permettent aux intérêts des membres de leur propre espèce de prévaloir sur des intérêts supérieurs de membres d'autres espèces. Le schéma est le même dans chaque cas. Alors, tout à fait d'accord, hein, là on a bien affaire à des structures analogiques, mais rappelez-vous, et on va le revoir, une analogie, elle dépend d'un certain point de vue. C'est-à-dire que ces analogies sont défendables dans un certain point de vue, si on veut faire apparaître un certain nombre de points communs, mais ça ne signifie pas pour autant qu'elles sont une sorte de réalité. Hein. C'est toute analogie est fondée sur des similarités et des différences, hein, et donc là on met en évidence un certain nombre de similarités structurelles entre ces trois couples, hein, sexe, sexisme, race, racisme, spécisme, espèce, mais on pourrait contester ces similarités au nom de différences importantes. Je soutiens, dernière citation, qu'il ne peut y avoir aucune raison, hormis le désir égoïste de préserver les privilèges du groupe exploiteur, de refuser d'étendre le principe fondamental d'égalité de considération des intérêts aux membres des autres espèces. Donc c'est le principe qu'il suit constamment, le principe d'égalité de considération des intérêts. Le principe moral qui conduit pour Singer à dire qu'on doit de la considération aux animaux autant qu'à d'autres, à des êtres humains, c'est ce principe fondamental d'égalité de considération des intérêts. Or, les intérêts n'existent que chez une personne ou un être plutôt qui a des sensations et donc qui peut en particulier ressentir de la souffrance. Donc le critère de ressentir de la souffrance est le critère principal qui est pris comme permettant d'intégrer, disons, les êtres considérés dans cette question de l'égalité de considération des intérêts. Autrement dit, si vous avez un être qui ne peut pas souffrir, cet être qui ne peut pas souffrir n'a donc pas d'intérêt à proprement parler, donc il n'entre pas dans cette problématique de la considération, d'égale considération des intérêts. Donc si vous montrez que des huîtres, par exemple, ne peuvent pas souffrir biologiquement,
vous pouvez en manger parce que les huîtres, du coup... Donc, vous voyez que ça pose quand même un problème, parce qu'à un moment donné, on va avoir une question va toujours se poser de savoir à partir de quel moment l'animal souffre, et puis après, on pourrait même se poser, est-ce que les végétaux souffrent à ce moment-là? Bon, donc ça pose quand même un problème de frontière, hein, cette question-là. Mais enfin, c'est l'idée générale de l'antispécisme. Là, c'est la définition, si vous voulez, éthique, hein, de l'antispécisme, fondée donc sur ce principe utilitariste d'égalité de considération des intérêts. Je ne vais pas aller plus loin, simplement, donc voyez, les antispécistes considèrent donc non pas qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains et les animaux, hein, pas plus que, par exemple, les féministes ne vont dire qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Bon, mais c'est pas parce qu'il y a ces différences qu'on a des droits différents, par exemple, hein, voilà, c'est ça qui est en jeu ici. Bien. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette notion de spécisme, je vous renvoie à ce lien-là, d'un article bien fait d'un jeune philosophe qui s'appelle François Jacquet de l'Université de Genève, et qui a détaillé toutes sortes de versions du spécisme et de l'antispécisme. Je précise donc que cette notion de spécisme et d'antispécisme n'a pas de lien est différent, cette question est différente de la question des régimes alimentaires, hein. C'est une position philosophique, idéologique, le spécisme ou l'antispécisme. Surtout l'antispécisme, hein. Les spécistes, en réalité, bon, les gens ne se défendent pas d'être spécistes, ce sont les antispécistes qui qualifient les autres de spécistes, hein. Mais les antispécistes, s'ils sont la plupart du temps véganes ou au moins végétariens, on peut très bien avoir un régime alimentaire, être végane, être végétalien, être végétarien ou toute autre chose, sans être antispéciste. On peut être végétarien simplement pour des raisons écologiques, par exemple, mais en n'ayant aucun intérêt particulier ou aucune croyance particulière sur le fait de savoir si moralement il faut traiter les animaux et les humains de la même façon, hein. Ce sont deux sources différentes, si vous voulez, d'un choix de régime alimentaire. Bon. Mais aujourd'hui, ces questions-là sont extrêmement vivantes, hein, dans les sociétés, tout au moins dans les sociétés qui ont le problème qui ont le souci de se préoccuper du choix de leur nourriture, hein. Là où on n'a pas trop le choix, on ne se pose pas la question. Bref. Donc, l'antispécisme, c'est un courant de pensée, une idéologie, et qui n'a pas d'équivalence directe avec la question des régimes alimentaires. Il est fondé, l'antispécisme, sur ce principe de l'égalité de considération des intérêts entre humains et animaux non humains. Ce principe d'égalité de considération des intérêts conduit à une sensibilité, évidemment, à l'égard de la mort des animaux non humains, et cette sensibilité serait du même ordre que la sensibilité à l'égard de la mort des humains. Donc c'est une autre citation de Ryder, dont j'ai parlé tout à l'heure. Si nous acceptons comme moralement inacceptable de faire souffrir délibérément des êtres humains innocents, alors il est logique de trouver inacceptable de faire souffrir délibérément des êtres innocents d'autres espèces. Le temps est venu d'agir selon cette logique. Alors, j'ai souligné les logiques parce que très souvent, et d'ailleurs certains auteurs comme Elisabeth de Fontenay reprochent ça aux antispécistes, il y a une réflexion, enfin on sent une réflexion, une sorte d'hyper-rationalisme dans la réflexion qui ne tient pas compte, si vous voulez, de sensibilité élémentaire, enfin disons d'intuition élémentaire. Mais bref, j'y reviendrai plus tard. Donc, holocauste animal, c'est une dénomination pour ce qui se produit dans les abattoirs, qui présuppose donc l'équivalence entre abattoirs et camps d'extermination. Mais évidemment, cette dénomination, qui est défendue par les uns et contestée par les autres,
D'ailleurs, elle est contestée souvent avec pas beaucoup d'arguments, simplement c'est intuitivement que les gens disent « Ah mais non, mais c'est n'importe quoi de dire ça, c'est absurde, c'est violent, c'est choquant, etc. » Donc on va regarder maintenant les arguments des antispécistes en faveur de cette analogie holocauste animal ou génocide animal. Alors le premier argument qui revient toujours, c'est l'idée que un certain Isaac Bashevis Singer, qui est un écrivain, prix Nobel de littérature, eh bien, a écrit dans un texte, et même dans plusieurs textes, des phrases qui accréditent cette idée. Donc, vous voyez, l'argument consiste à dire, mais si un juif qui a perdu une partie de sa famille dans les camps d'extermination accepte cette idée, écrit quelque chose au sujet de cette idée, c'est que cette idée d'holocauste animal n'a aucune raison de choquer les juifs. Donc, Isaac Bashevis Singer, c'est un écrivain juif polonais naturalisé américain, donc il a quitté la Pologne pour échapper au nazisme. Il a rejoint son frère à New York, mais il a perdu, si je me souviens bien, sa mère et son frère qui sont restés et qui sont morts dans les camps, je crois. Enfin, bon, il est auteur de romans en yiddish. Il a reçu le prix, il a reçu des prix différents, et puis surtout le prix Nobel de littérature en 1978 pour, et là j'ai recopié ce que dit le site officiel de la Fondation Nobel, son art de conteur enthousiaste qui prend racine dans la culture et les traditions judéo-polonaises et ressuscite l'universalité de la condition humaine. Alors, quel est le texte en cause de Brévis? Alors, c'est un texte extrait d'une nouvelle qui s'appelle The Letter Writer, l'auteur de lettres, l'écrivain, celui qui écrit des lettres. Texte publié en 82, un recueil de nouvelles publié en 82. Et donc c'est un personnage, Hermann, qui écrit des lettres à des inconnus. C'est un texte très onirique, hein, d'une certaine façon. Enfin. Et il vit avec une souris. Et puis à un moment donné, il s'endort et en se réveillant, il se dit « Mais j'ai dormi pendant très longtemps et je ne me suis pas occupé de la souris, elle doit être morte, je suis responsable, etc. » Donc, vous voyez, c'est dans ce texte qu'il écrit la chose suivante par rapport à elle, c'est-à-dire aux bêtes, hein, aux animaux. Tous les gens, all people, are nazis. Les humains, enfin, il ne dit pas les humains, hein, tout le monde est un nazi. Pour les animaux, c'est un éternel Treblinka. Alors, un éternel Treblinka, je vais en parler dans un instant, ça a donné le titre à un autre livre très connu dans la sphère de l'antispécisme, qui est un livre d'un certain Charles Patterson, et donc qui a repris cette citation, cette citation de Singer. Donc vous voyez, il y a deux Singer. Hein. Il y a le premier dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui était voilà, Peter Singer, hein, l'auteur de la libération animale, et puis Isaac Bashevis Singer, hein, pas confondre. Donc Charles Patterson publie Un éternel Treblinka en hommage, disons, une citation qui fait référence à Singer, et dans lequel il parle aussi de ces relations entre cette relation entre les camps de concentration d'une part et les abattoirs de l'autre. Et puis on reprend même, vous voyez, dans cette édition, en quatrième de couverture, enfin en bandeau, pour ces créatures, tous les humains sont des nazis. Pour les animaux, c'est un éternel Treblinka. Hein, donc la citation que je vous ai lue tout à l'heure.
Mais vous voyez, dans le texte anglais, c'est pas tous les humains, hein, c'est all people. Bref. Alors, voici en français le passage. Ah non, pardon. Donc, je vous donne là un exemple tiré d'un site internet dans lequel une personne défend l'idée qu'on peut parfaitement utiliser cette analogie holocauste animal parce que Isaac Baywisch Singer, prix Nobel de littérature, l'a utilisé. Donc l'auteur de ce post dit ainsi, loin simplement de chercher la métaphore la plus violente pour donner le caractère le plus radicalement terrible à ce qu'il condamne, les défenseurs des droits des animaux s'appuient sur ce parallèle en ayant en tête que son origine est à chercher chez un juif ayant dû s'exiler de Pologne pour survivre. Utiliser ce parallèle ne revient donc pas à manquer de respect à la mémoire des juifs victimes de la barbarie nazie, mais au contraire à apprendre de leurs expériences tragiques pour ne plus répéter les terribles camps de la mort, pour que disparaissent à jamais les bâtiments qu'on appelle camps ou abattoirs, selon que les victimes nous ressemblent ou non. D'accord ? Et c'est oui, c'est il me semblait que j'avais donné ailleurs un autre extrait, mais bon, peu importe. Vous voyez, je donne aussi, on a aussi le même argument chez la députée polonaise dont on parlait tout à l'heure. Hein, elle dit la même chose. Sylvia Spurek, vous voyez, j'ai pris un extrait de The Times of Israel. Sylvia Spurek, 43 ans, représentante de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, a partagé le dessin de Joe Frédérix. En réaction aux critiques de son geste à la veille de la journée internationale de commémoration de la Shoah, vous voyez, elle avait fait ça à la veille de la journée internationale de commémoration de la Shoah. Hein, donc c'est quand même une date pas choisie au hasard. L'eurodéputé s'est défendu en citant le lauréat juif du prix Nobel, Isaac Baywisch Singer, comme elle le décrit, qui a écrit un jour « Dans leur comportement envers les créatures, tous les hommes étaient des nazis ». Oui, donc c'est un argument qui revient, mais vous le trouvez partout. Tous les antispécistes disent ça, mais non, il n'y a pas de problème de dire holocauste animal, puisque Singer le dit. Alors évidemment, c'est un argument d'autorité. Hein, et cet argument d'autorité, c'est un argument qui est très faible. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'une part, les raisons qui vont nous intéresser sont d'une part celle-ci, le fait qu'il n'y a en général, il n'y a pas de une des objections qu'on peut donner à un argument d'autorité, c'est que, certes, il y a une autorité qui dit quelque chose, mais d'autres experts ou d'autres personnes vont dire autre chose. Donc, tout simplement, ça n'est pas parce qu'un juif, aussi célèbre soit-il, accepte cette analogie que tout le monde doit l'accepter. D'accord ? Par ailleurs, il y a une autre contestation d'un argument d'autorité, c'est de dire simplement que la citation n'est pas donnée correctement, a été détournée de son contexte. Et c'est aussi le cas ici. Donc, en effet, la faiblesse de cet argument, c'est que bien d'autres juifs ayant subi directement ou indirectement la Shoah refusent cette analogie. Et tout à l'heure, vous avez vu dans la lettre que j'ai mentionnée de ce député européen en réponse à Spurek, il dit, j'ai reçu des sortes de commentaires. La campagne PETA, dont je vous avais montré tout à l'heure quelques images, a été, disons, d'ailleurs interdite à la demande d'associations juives, enfin bref, de très nombreux juifs sont en désaccord. Mais surtout, le vrai problème, c'est par ailleurs que la citation est sortie de son contexte. Alors voyons un peu cette phrase dans son contexte. Le désespoir s'empara de Hermann. Il se mit à prier pour l'âme de la souris. Donc la souris avec laquelle il vit. Eh bien, tu as eu ta vie, tu as fait ton temps dans ce monde abandonné, le pire de tous les mondes. Cet abîme sans fond où règne à temps Asmodée, Hitler et Staline. Tu n'es plus confiné dans ton trou,
affamé, assoiffé et malade, mais tu ne fais qu'un avec le cosmos rempli de Dieu, avec Dieu lui-même, qui sait pourquoi il fallait être une souris. Dans ses pensées, Hermann faisait l'éloge de la souris qui avait partagé une partie de sa vie et qui, à cause de lui, avait quitté cette terre. Que savent-ils, tous ces érudits, tous ces philosophes, tous ces dirigeants du monde, de ce que vous êtes? Ils sont convaincus que l'homme, le pire transgresseur de toutes les espèces, est le sommet de la création. Toutes les autres créatures ont été créées simplement pour lui fournir de la nourriture, des peaux, pour être tourmentés, exterminés. Par rapport à eux, tous les hommes sont des nazis. Pour les animaux, c'est un éternel Treblinka. Et pourtant, l'homme exige la compassion du ciel. Hermann frappa sa main sur sa bouche. Je ne dois pas vivre, je ne dois pas, je ne peux plus en faire partie. Dieu du ciel, emmène-moi loin d'ici. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que la citation, dans son contexte, elle est dans un texte qui est totalement onirique. C'est un personnage qui, en pensée, il ne prononce même pas les mots, en pensée, il fait l'éloge funèbre d'une souris. Et puis, en fait, quand il parle d'un éternel Treblinka, il s'accuse lui-même. Il s'accuse lui-même, en réalité, d'avoir causé la mort de sa souris. Bon. Donc, il n'y a absolument rien de comparable entre cette citation dans un texte fictionnel, une nouvelle, avec tout son contexte onirique, et puis un slogan accusateur, Holocauste animal, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, qui vise à un changement de société. Bon. Donc, ça c'est le premier argument. Le fait que certains... Alors, j'ai indiqué seulement Isaac Bellwies-Finger, mais il y a aussi Patterson. Bon, voilà. Il y a quelques juifs qui sont d'accord avec cette analogie, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. Donc, au fond, ça devient un argument d'une grande faiblesse, à mon avis. Alors, deuxième argument, il y aurait un sens de holocauste ou génocide qui autorise cette analogie. Alors, cet argument consiste à dire... Oui, mais moi je dis holocauste ou je dis génocide, mais pas dans le sens génocide des Juifs, dans un autre sens. Alors voyons un peu ce que ça peut signifier. Alors je vous donne un extrait ici d'une... Tiffaine Lagarde est une ultra. Par tous les moyens, elle veut mettre fin à ce qu'elle appelle l'holocauste animal. J'ai pas de problème effectivement à dire que ce qui arrive aux animaux, c'est un génocide, c'est un holocauste. Holocauste, ça veut dire simplement un massacre qui est commis en vertu d'une idéologie. Ben, je suis désolée, mais le spécisme, c'est bien ça. On massacre bien des animaux en vertu d'une idéologie qui nous fait croire que nous sommes supérieurs et que nous pouvons les exploiter. Mais parce qu'encore une fois, holocauste, dans l'opinion publique, ça fait forcément référence au génocide juif. Mais le terme holocauste en tant que tel, si vous ne mettez pas de majuscule, je suis désolée, mais ça veut dire massacre en grand nombre en vertu d'une idéologie. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à rappeler qu'effectivement le spécisme massacre des êtres vivants doués de sensibilité en vertu d'une idéologie qu'on appelle le spécisme. Voilà, après effectivement, le terme holocauste, si vous mettez une majuscule, fait référence au génocide juif. Mais vous le faites volontairement, pour choquer de toute façon. On voit bien ces images, ces actions. J'estime que le choc ou la provocation sont aussi des bonnes choses. Voilà, dans l'esprit, ça peut susciter aussi et engager une réflexion. Bon, alors, voyez qu'ici, il y a un argument qui consiste à dire, alors il y a un double argument, enfin, disons, là, l'argument qu'elle donne dans sa deuxième intervention, c'est de dire, il y a holocauste avec un grand H, avec un petit H. Bon, et puis elle donne, dans son premier argument, une sorte de définition qui l'arrange, mais qu'on ne trouve pas, par exemple, dans le TLFI. Alors, on trouve sa définition dans le petit Larousse, dans le dictionnaire Larousse, vous trouvez effectivement une définition de holocauste, massacre, grande destruction de personnes, de choses, inspirées par une idéologie. Alors, déjà, pour arranger, elle a supprimé de personnes et de choses, mais vous voyez que l'idée ici, revient à dire je justifie l'emploi de holocauste soit par une définition suffisamment générale qui puisse intégrer l'holocauste animal, soit par cette opposition entre holocauste avec ou sans majuscule, qui est une opposition, enfin je veux dire, très
assez artificielle quand même, hein, qu'on trouve parfois, mais qui n'a absolument rien de définitif. Il y a une espèce de croyance naïve là dans le pouvoir du dictionnaire. Et alors, le même site dont je parlais tout à l'heure dit le même type d'argument. Le point commun entre l'Holocauste juif, définition 3 ci-dessus, et l'Holocauste animal, définition 4 ci-dessus, n'est absolument pas la nature des victimes, ni celle des bourreaux ou des commanditaires. Lorsque quelqu'un utilise le terme holocauste pour défendre les animaux, il ne cherche en aucun cas à établir un quelconque rapport fallacieux entre les juifs et les animaux. Ah ouais. Tout ce qu'on a vu sur les images montre bien que c'est le but. Hein. Donc, je crois qu'on est toujours dans le même blog là que j'avais trouvé, qui donc cette troisième citation a la même source ici, hein, et c'est une citation qui répond à un stéréotype, qui est censé répondre à un stéréotype. C'est pas mal fait comme site, hein, où vous avez toutes sortes de préjugés. Hein. Et donc il y a un préjugé qui est oui, mais les véganes insultent les juifs en comparant les abattoirs à l'Holocauste. Donc l'auteur essaye de montrer, un peu comme Stephen Lagarde, qu'on peut très bien dire Holocauste sans vouloir choquer les juifs, mais on voit bien qu'évidemment il y a une duplicité totale dans cet argument. Il y a quelque chose de malhonnête dans l'argumentation. Hein. C'est visible. Après, qu'on puisse le défendre, cette analogie, qu'on puisse la défendre, pourquoi pas, mais en tout cas pas avec un argument comme ça. Parce que ça, c'est un argument clairement malhonnête. Hein. D'accord. Dire que on fait ce rapport, on ne cherche en aucun cas à établir un rapport fallacieux entre les juifs et la condition animale en utilisant Holocauste animal, précisément. Je veux dire, il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Alors, un deuxième exemple de la même stratégie, c'est le recours à l'étymologie. Alors, je vous donne un extrait là d'un journaliste français, Caron, qui s'appelle Caron, qui s'est fait une spécialité dans l'antispécisme, qui a publié un livre sur ce sujet. Et donc, vous allez voir, au début, il parle d'attentat, mais dans l'extrait, très vite, on arrive à la question du génocide animal. Ah, pardon, je vais aller trop vite. Vous essayez de faire la démonstration suivante, que il y a d'un côté le terrorisme, en ce moment djihadiste notamment, il y en a d'autres formes, mais en ce moment c'est celui-ci qui est à la mode, et que ce terrorisme-là fait finalement très peu de morts, statistiquement. Vous dites, la rue tue donc entre 5 et 30 fois plus que les terrorismes en France. Les actes dans la route, aussi la pollution de l'air, entre autres, et aussi la pollution agricole, agroalimentaire et la pollution à l'air. Et vous essayez de comparer deux choses en mettant le lecteur en garde, mettez l'émotion de côté et regardez ces crimes que nos gouvernements laissent impunis et encourageants. C'est un angle qu'on peut tout à fait discuter. Moi, j'en prends un autre. Je redonne la définition exacte du terrorisme. Et je dis que si le terrorisme est un projet qui tue des innocents au nom d'une idéologie, on peut aussi considérer que c'est ça le terrorisme. Dans ce cas-là, on est obligé de reconnaître que le néolibéralisme industriel, aujourd'hui politique, tue. Au nom du profit, absolument. Des millions. Non, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être en accord. En quoi ce serait infamant d'utiliser également le mot terrorisme pour désigner ces morts-là, oui, innocentes, tout pareillement, dont les vies sont ininterrompues. Utiliser un lieu de génocide pour les animaux, donc effectivement. Le problème, c'est que vous disiez tout à l'heure, vous avez mis la précision des mots. Je me battrai jusqu'à la fin pour la précision des mots. Vous savez ce que c'est un génocide? Oui. Alors voilà, c'est là que le point est intéressant. Le génocide est un projet politique. Un génocide étymologiquement. Oui, c'est l'extermination à des fins. Étymologiquement, ça veut dire tuer, éradiquer une espèce. Oui. Ça veut dire avec un projet. Or, quand les animaux, je suis d'accord que les animaux disparaissent. En otage. Non mais attendez, de prendre les mots. Attention, vous les mettez au service de votre idéologie.
la définition d'un génocide, puisque vous aimez les nuances, je suis d'accord. Vous aimez quoi? Les nuances. Les nuances. L'éradication, oui. Mais le projet dans un génocide, c'est que nous avons la volonté, le calcul de supprimer, pour des raisons religieuses, ethniques ou autres politiques, une communauté de gens dont on ne supporte pas la présence sur Terre. Donc il y a un projet, une intention. Non, les mots ne vous appartiennent pas, Yann Moix. Et quand les animaux disparaissent à des fins de profit ou autre, c'est pas parce qu'ils nous gênent, c'est pas parce qu'on veut s'en débarrasser, ce sont des conséquences d'une industrialisation des sociétés. Qu'il est juste d'utiliser le mot. La manière dont vous utilisez les mots ce soir n'insulte pas l'écrivain, insulte les mots eux-mêmes. Je veux juste dire que, à propos des mots, que c'est très bien de connaître la définition des mots qui se trouvent dans le dictionnaire. Mais enfin, quand on parle et quand on écoute quelqu'un parler, il se trouve qu'on ne se réfère pas uniquement à la définition des mots qui existent dans le dictionnaire, mais aux résonances que les mots ont pris à la lumière des choses qui ont été vécues. Voilà, donc ça c'est un extrait d'une émission relativement récente, je ne me souviens plus précisément de la date, mais qui est intéressante, vous voyez, même dans des émissions assez populaires, on parle de linguistique, donc vous voyez ici la stratégie de l'auteur, Caron, bon, il parle d'abord du terrorisme, donc sa première stratégie c'est de dire que la pollution, enfin disons le libéralisme politique en général, c'est du terrorisme. Et puis donc il donne une définition très générale de terrorisme, les gens qui tuent au nom d'une idéologie. Vous voyez, c'est amusant parce que cette expression au nom d'une idéologie, on la trouve littéralement dans la bouche de Tiphaine Lagarde, qu'on a entendu tout à l'heure, exactement la même expression. C'est, à mon avis, c'est assez révélateur. Mais bon, donc les chroniqueurs là le critiquent pour l'utilisation de terrorisme, et de cette extension qu'ils estiment indue de terrorisme, et ils prennent l'exemple de génocide animal pour dire, ben voilà, c'est la même chose évidemment, si vous dites génocide animal, vous pouvez dire terrorisme à propos de la pollution. Bon. Donc Yann Moix montre des différences, il fait apparaître des différences entre ce qui se passe dans les abattoirs et le génocide animal. Bon, donc on peut toujours trouver des différences supplémentaires. Mais donc l'argument, vous l'avez vu, de Caron, consiste à dire, ben, moi je prends au sens étymologique. Bon, ben pourquoi? Je veux dire, on voit bien que la duplicité là de cet argument, à nouveau, ça consiste à dire, à sortir une sorte de raison artificielle, disant que j'utilise un certain sens du mot, j'ai le droit de le faire. Mais à ce moment-là, on peut dire n'importe quoi. Et on peut dire n'importe quoi. Donc, la duplicité qui est ici consiste à refuser, pour ces personnes-là qui justifient l'emploi de holocauste ou génocide en disant qu'il y a un sens qui autorise cette analogie, eh bien, ça les conduit à distinguer artificiellement deux sens de holocauste ou de génocide, l'un qui s'applique à l'holocauste animal et l'autre à la Shoah. Mais comme en fait, et c'est ce que disait l'autre chroniqueuse dans l'émission que je viens de vous montrer, comme il est évident qu'on ne peut pas ne pas penser, quand on parle d'holocauste ou de génocide à la Shoah, on ne peut pas ne pas y penser. Ce mot évoque ces réalités. Eh bien, forcément, c'est un argument de mauvaise foi. Parce que eux l'utilisent pour qu'on y pense, en nous faisant croire qu'il y a un autre sens qui serait légitime, ce qui est une espèce de manipulation quand même très grossière. Bon, et puis il y a un dernier argument qui consiste à dire que cette analogie, elle est exagérée, certes, elle est fausse, mais elle sert à défendre la cause animale. Donc la fin justifie les moyens. Alors vous voyez, là, c'est un affichage assez récent à Strasbourg qui va encore plus loin que les précédents, d'une certaine façon. Il dit « Rien ne ressemble plus à un camp d'extermination qu'à un abattoir. Et vous, à quoi ressemblez-vous? Collabos ou résistants? Spécisme égale nazisme. » Donc là, ça pousse l'analogie jusqu'au bout
C'est-à-dire, si vous mangez de la viande, vous êtes un nazi. Bon, ce qui est potentiel ce qui est présent potentiellement dans l'analogie précédente, mais là, ça va jusqu'au bout. Donc là, c'est clair qu'on a de la provocation. Alors, c'est un choix de certains militants. Alors, toujours la même, elle est assez connue dans ce domaine, Tiffaine Lagarde. Et donc, elle explique pourquoi, j'ai pris un tout petit extrait, il est utile pour elle d'être dans le clivage, dans la violence, etc. Oui, alors c'est l'association, donc elle s'appelle 269 Life Libération Animale. Alors c'est une association qui est un petit peu choc, c'est-à-dire qu'elle prône un activisme assez offensif en matière de droits des animaux. Et puis sa particularité aussi, c'est de proposer de l'action directe, c'est-à-dire s'introduire dans les abattoirs, devant les sièges sociaux des groupes agroalimentaires, etc. Nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a des ennemis, voilà, qui sont les tenanciers du spécisme, les grands groupes, voilà, de l'exploitation animale, et vraiment essayer de les incriminer, c'est-à-dire les montrer comme des ennemis, pour essayer de les déranger, de les troubler, de leur dire que voilà, il y a un mouvement de société qui fait qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus et qu'il faut qu'ils écoutent en fait tout simplement voilà, les gens et les citoyens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont sont traités les animaux. Et c'est ça vraiment la particularité de 269, c'est d'aller au clash en fait et de le revendiquer comme une stratégie antispéciste efficace. Les gens, ils savent très bien que les animaux ne sont pas heureux dans les élevages et qu'ils ne vont pas se suicider de leur plein gré à l'abattoir. Donc nous, on veut aller plus loin, c'est qu'en fait, on veut vraiment les choquer, quitte à les culpabiliser. On fait des happenings très sanglants. Donc c'est vrai que le fait de passer par quelque chose de très visuel, c'est impératif pour nous parce que sinon les gens ne s'arrêtent pas. Donc ils vont s'arrêter et en fait, une fois ce choc fait chez le spectateur, il va se poser des questions de lui-même. Et nous derrière, en plus, on lit un discours en fait. Pendant ces actions-là, moi souvent je suis au mégaphone avec un discours alors qui est volontairement très intellectuel. Donc c'est vrai qu'avec ce discours fourni plus le choc visuel, je pense que les gens direct ils font le lien, ils comprennent en fait de quoi on parle. C'est vrai que nous on joue beaucoup sur la culpabilisation et la responsabilité. Il faut culpabiliser le consommateur, il faut lui dire tu es autant responsable que l'employé d'abattoir, c'est ton bras armé. Voilà, donc là c'est une explication du fait qu'on peut utiliser cette analogie même si elle n'est pas très défendable intellectuellement, mais du moment qu'elle sert une cause. Alors l'objection c'est que rien ne prouve que cette stratégie soit efficace. Même si vous êtes un défenseur de la cause animale, il est possible de penser que choquer les gens, les culpabiliser, n'est pas forcément un moyen de les amener peu à peu à modifier leur comportement alimentaire. Et d'ailleurs, ces stratégies sont l'opposé de stratégies de négociation qui, elles, peuvent être considérées comme tout à fait efficaces. Et donc, je vais vous montrer un bref extrait vidéo de Peter Singer, qui, lui, est brandi par les antispécistes quand il s'agit de définir le spécisme et l'antispécisme, mais qui en fait est un peu oublié dès qu'on considère ses positions en matière de militantisme. You can change the world. If you want to change the world, the first thing to do is to know where you're starting from, and not just where you are starting from, but where everybody else is on this particular issue. So inform yourself about what the public view is. What is it that they are likely to be shocked or horrified by? And then you can know that they have support. Then secondly, don't think that everybody who has a different view from yours is necessarily evil. You have to try to put yourself in their position and ask yourself, what will lead them to change their mind? And thirdly, set a goal that is achievable. Don't, for example, ask a company that produces meat to stop producing meat. Ask for some intermediate step. In the case of McDonald's, we talked about various possible changes that we could make. One was the introduction of a burger, a veggie burger. Another was more humane treatment of the animals in the slaughterhouses.
And that was the first thing that McDonald's did. They agreed to that. And then we moved on to other things, to not buy bacon from pig producers who did not allow their pigs to turn around, who kept them in such narrow stalls. And more recently, we got McDonald's to agree eggs will only come from hens who are not caged. And that's a big step because we're talking about billions of eggs a year. Finally, don't resort to the use of violence to achieve your ends. It's not going to succeed. It's only going to succeed in giving the movement that you're supporting a bad name. Nobody wants to be branded a terrorist. There's nothing more devastating to a movement than to have that label thrown at you. So think about how you can use the available channels for achieving non-violent change in order to reach your objectives. Voilà, donc vous voyez que un antispéciste aussi confirmé, si j'ose dire, que Singer va défendre des arguments très raisonnables, des politiques, disons, de progrès, de négociation, de progression de la cause animale, et qui sont sans doute, hein, je veux dire, parce que ces militants là qui vont sur des places publiques à Lyon, à Strasbourg, faire un discours avec une mise en scène, qu'est-ce qu'ils ont changé au total, hein, alors que Singer, si ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire s'il a conduit McDonald's à changer sa politique, à introduire un burger végétarien, etc., là il y a une vraie évolution quand même. Hein. Bon. Donc ce troisième argument est aussi contestable dans la mesure, mais là ça c'est une question de point de vue, hein. On peut considérer que la stratégie violente n'est pas forcément très efficace. Alors maintenant, je vais parler un tout petit peu de l'analogie elle-même, sans rappeler, alors là je ne vais pas rappeler dans le détail, puisque là vous connaissez ça par cœur, mais dans la conférence que j'avais faite et que je reprends ici, il fallait que j'explique aux gens ce que c'est que l'analogie. Je vais simplement rappeler ici ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette différence entre analogie et similarité. Hein. Je le fais surtout pour les étudiantes qui n'étaient pas là au premier semestre. Donc je suis passé vite là, mais simplement pour dire que l'analogie est un processus cognitif fondamental chez l'être humain, que c'est un processus plus ou moins qui peut être parfaitement automatique, qui n'est pas nécessairement conscient. Et puis l'auteur de référence en psychologie, c'est Derd Gentner, qui donc a développé ce modèle qu'on appelle Structure Mapping Theory. Et en français, on a ce livre, L'analogie, cœur de la pensée, publié par Hofstetter et Sander en 2013 chez Odile Jacob. Donc, moi je distingue analogie et similarité, hein, en définissant l'analogie comme un processus d'identification fondé sur des similarités. Donc, la similarité peut être minimale ou maximale, hein, donc elle est maximale lorsqu'il y a une identité, elle est minimale quand elle est minimale jusqu'à ce qu'il y ait une disjonction qui produise la différence. Cette similarité peut être binaire ou proportionnelle. Bon. Et puis, surtout, le point important, c'est qu'il y a une neutralité de la similarité, c'est-à-dire quand vous constatez une similarité, vous pouvez trancher aussi bien en faveur de la différence qu'en faveur de l'analogie. Alors, par exemple, ici, je prends un exemple, enfin j'ai pris deux exemples tirés de presque au hasard, hein, de différents sites internet. Premier exemple, Stéphanie Chalita soutiendra sa thèse entamée il y a 3 ans au centre de recherche INRIA de Lille en fin d'année. Au cœur de son travail, créer plus de transparence dans l'offre proposée par les fournisseurs de cloud, ces nuages de stockage de données, parce qu'en les étudiant à un niveau très technique pour le commun des mortels, elle a réalisé que les services proposés étaient similaires mais très différents, ce qui compliquait notamment les passages d'un cloud à un autre. Donc ici, on a bien eu l'idée qu'il y a une similarité, mais que cette similarité, elle est résolue, elle bascule du côté de la différence. Hein. C'est similaire mais différent. Même chose ici, dans le cas de Vert, de François Villon. Alors, donc la constatation, la mise en évidence d'une similarité permet de conclure aussi bien
en faveur de l'identité qu'en faveur de la différence. Et donc l'analogie, c'est le processus qui consiste à traiter comme identiques, selon un certain point de vue ou dans un certain objectif, deux entités similaires. Bien. Donc, évidemment, il y a deux types d'analogies selon qu'on a affaire à des similarités binaires au départ ou à des similarités proportionnelles. Alors, si je reviens maintenant à ma question des abattoirs et des camps d'extermination, bien sûr qu'il y a des propriétés communes, hein, et qui ne posent pas de problème. Les propriétés communes, ce sont elles qui fondent la similarité entre les abattoirs et les camps d'extermination. Par exemple, on met à mort des êtres vivants en masse, on les transporte, le mode de transport, les wagons à bestiaux, etc. sont similaires, la dimension industrielle de la mise à mort. Bon, il y a donc bien une similarité entre ces deux situations. Mais l'expression holocauste animal implique une analogie qui suppose de créer un point de vue à partir duquel les différences seraient négligeables par rapport aux similarités. Donc, déjà, il ne faut pas confondre ces deux plans, similarité et analogie. C'est pour ça que toutes les discussions, quand vous entendez des gens débattre sur cette question de est-ce qu'on peut dire holocauste animal ou pas, vous avez des gens qui s'amusent à essayer d'énumérer les points communs et les différences. Hein. Ah oui, moi je pense qu'on peut, il y a tel point commun. Ah moi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a telle ou telle différence. Mais on n'en sort pas, ce n'est pas le problème. Bien sûr qu'il y a des points communs et qu'il y a des différences. Hein. Il y a une similarité. Mais produire une analogie à partir de là, c'est adopter un point de vue où on met entre parenthèses les différences. Donc c'est un choix, ce n'est pas décrire une réalité, c'est le choix d'orienter la réalité d'une certaine façon dans un certain but. Enfin, disons, de construire une vision de la réalité d'une certaine façon ou dans un certain but. Donc, la similarité, certes, est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante de l'analogie. En réalité, ce qu'on va voir, c'est que finalement, on va voir que c'est ce qui explique cette question du point de vue. Hein, point de vue qui conduit à négliger les différences. C'est ce qui va conduire au clivage entre antispécistes et spécistes sur cette question de l'analogie. Parce que les antispécistes, eux, n'auront pas de problème moral à dire que le fait qu'on ait affaire d'un côté à des animaux et de l'autre côté à des humains, ça ne leur pose pas de problème à eux. Alors qu'à d'autres, ça peut poser problème. Alors parmi les 6 fonctions de l'analogie que vous connaissez déjà, la fonction catégorisatrice, régularisatrice, iconique, paraphrastique, figurative et argumentative, 3 fonctions, la fonction catégorisatrice, la fonction figurative et la fonction argumentative, peuvent nous être utiles pour aller un peu plus loin. Alors, la fonction de catégorisation, je vous le rappelle, elle consiste à dire qu'on produit une analogie pour dire que les deux éléments, les deux entités, les deux structures considérées appartiennent à une même catégorie. Ben, c'est bien ce qui se passe là avec le cas de l'Holocauste. On va dire, et une image comme celle-ci le montre bien, hein, il y a une sorte de blending, comme on dit. Il y a une catégorie holocauste et à l'intérieur de laquelle il y a l'holocauste humain puis l'holocauste animal. Hein, dans ce cas-là, c'est une forme de pure et simple catégorisation. Ensuite, vous avez une deuxième fonction qui est utile, c'est la fonction figurative. Hein. Dans la fonction figurative de l'analogie, je vous rappelle que l'analogie sert à récupérer les images associées à la cible. Hein. C'est-à-dire si vous faites une analogie avec quelque chose et ça produit visuellement, ça associe visuellement les images. Hein. Donc dans ce cas-là, dire holocauste animal, c'est évidemment associer à l'idée d'abattage d'animaux les images associées à l'holocauste, hein, comme on l'a vu dans beaucoup d'exemples. Et c'est là qu'on peut dire qu'on a une forme de blending ou d'intégration conceptuelle au sens de Fauconnier.
Bon, enfin, dernière fonction, la fonction argumentative. Je passe sur le fait que cette fonction, disons l'argument par analogie, et j'y reviendrai peut-être à une autre séance si j'ai le temps, mais simplement, ce que je veux dire ici, c'est que l'Holocauste, au sens de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, étant la situation historiquement qui est un peu le comble de l'horreur, eh bien, la similarité avec les abattoirs vise à transférer l'adhésion. Je veux dire qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec l'idée que les holocaustes, c'est une horreur. C'est quelque chose qui est absolument moralement inacceptable, etc. D'accord ? Bon, donc, l'argument par analogie, ici, il fonctionne en disant, s'il y a une similarité entre abattoir et holocauste, et que holocauste, ça produit, c'est quelque chose qui est moralement, vous adhérez à l'idée que l'holocauste est moralement inacceptable, ben forcément, les abattoirs sont quelque chose de moralement inacceptable. Hein. Donc on a ces trois fonctions qui peuvent être appliquées à cette analogie holocauste animal. Bon, bien sûr, il faut rappeler que ces trois fonctions, elles sont cumulées dans cette analogie holocauste animal. Alors que, souvent, une analogie n'a qu'une seule fonction. Hein. Par exemple, une fonction catégorisatrice, si vous dites le cardiologue est au cœur, ce que le pneumologue est au poumon, là, vous avez juste une catégorisation des médecins spécialistes. Il y a des analogies qui ont une fonction principalement argumentative. Et puis des analogies qui ont une fonction principalement figurative, comme dans la poésie. Mais là, comme l'analogie holocauste animal a la force de ces trois fonctions, eh bien, c'est ça qui la rend très efficace. Mais justement, elle est peut-être trop efficace. Et là où on le constate, c'est quand on élargit la réflexion à d'autres utilisations de cette analogie. Parce qu'en fait, on remarque facilement qu'en réalité, l'Holocauste est utilisé aussi pour les campagnes contre l'avortement. Donc, comment vous allez dire à des gens, nous, on a le droit d'utiliser l'analogie Holocauste égale abattoir, mais vous n'avez pas le droit de dire l'avortement, c'est l'Holocauste. Pourquoi, là je ne vais pas développer l'argument des pro-life ou des gens qui sont contre l'avortement, hein, mais leur idée c'est de dire que à partir du moment où pour eux les fœtus sont des êtres vivants, eh bien lorsqu'on les tue et comme il y a des millions d'avortements dans le monde, c'est comme un holocauste. Hein. On tue des milliers d'êtres vivants, d'êtres humains. Bon. Donc, pourquoi pas ? Je veux dire, on peut montrer des similarités, exactement comme on peut montrer des similarités. Dans les deux cas, on peut montrer des similarités. On peut faire apparaître des similarités, c'est-à-dire des ressemblances et des différences. Pourquoi, dans un cas, l'analogie serait légitime alors qu'elle ne l'est pas dans l'autre ? Franchement, je ne vois pas comment on peut argumenter en faveur de l'une, mais pas en faveur de l'autre. Alors évidemment, si vous êtes contre l'avortement et si vous êtes antispéciste en même temps, là tout va bien, hein, vous pouvez utiliser les deux, vous n'avez aucune objection contre les deux. Mais il y a quand même un vrai problème. Et c'est très très ancien, hein, cette comparaison. Vous voyez, il y a un article là déjà, 2017, la longue histoire de la comparaison entre l'avortement et l'Holocauste. Bon, c'est extrêmement courant. Et puis d'ailleurs, vous pouvez reprendre les mêmes arguments que j'ai donnés tout à l'heure. Au lieu de dire, pour défendre l'argument, pour trouver un équivalent à l'argument, c'est un juif qui le dit, là vous dites c'est le pape qui le dit. C'est un argument d'autorité, c'est le pape qui le dit que l'avortement c'est un crime, donc voilà, c'est un argument d'autorité. Vous pouvez toujours trouver un sens de holocauste qui va l'autoriser, etc. Donc, comment justifier qu'il soit légitime d'utiliser l'argument holocauste animal, mais pas l'argument
avortement égale holocauste, ça me paraît très compliqué. Dans les deux cas, on a en réalité une trivialisation de l'holocauste, c'est-à-dire on parle aussi maintenant d'holocauste écologique, par exemple, enfin, mais ça devient un peu absurde. Hein. Bon, d'abord, on pourrait considérer que le procédé est inefficace, parce que, je veux dire, cette analogie entre avortement et holocauste n'a pas tellement fait progresser la cause de ceux qui sont contre l'avortement. Hein. Bon. Et puis, l'utilisation tout de même disons, politique, hein, vraiment, de cette analogie pose un problème du point de vue de ce que j'appellerais une éthique de la parole. Et à ce sujet, je vous donne une citation du dernier livre de Jacques Bouvresse, Les premiers jours de l'inhumanité, un livre sur Karl Kraus, dans lequel il écrit la chose suivante. Il introduit cette notion de peste grammaticale qui était utilisée par Kraus. Il y a enfin chez lui, chez Kraus, donc une volonté de défendre le langage. Comme Nietzsche, Kraus est obsédé par les questions de correction linguistique, de respect de la grammaire, etc. Pour eux, c'est loin d'être un problème de détail. Ils considèrent que quand s'installe ce genre de corruption du langage, quelque chose de vraiment fondamental est en cause. Kraus a tenu à certains moments dans la Fackel, donc c'est un journal qu'il avait créé, une rubrique intitulée « La peste grammaticale ». Donc, moi j'aurais presque envie de dire que cette affaire d'holocauste animal, c'est une sorte de peste lexicale, c'est-à-dire c'est une espèce de mauvais usage du langage qui n'a pas d'intérêt, qui empêche de réfléchir en réalité. Si on regarde la fonction de catégorisation, on peut avoir la même chose avec le problème de l'avortement. Les anti-avortements vont vous dire que l'avortement et l'assassinat sont tous les deux des meurtres, hein, de la même manière que vous allez dire qu'Holocauste... Bon. Donc, ça pose un véritable problème. C'est artificiel, c'est hyper rationaliste, et ça nie quand même la spécificité du judéocide. Donc il y a une autre solution du point de vue linguistique, c'est la notion de zoocide. Parce que là, on a une analogie proportionnelle. Le zoocide est aux animaux non humains, ce que le génocide est aux êtres humains. Vous voyez qu'il y a, là, il y a un parallèle, mais il n'y a pas de confusion entre... Donc là, l'analogie, elle défend les animaux sans être spécialement antispéciste. Elle est compatible avec le spécisme. Alors ça, c'est une analogie qui est défendue par Mathieu Ricard, hein, qui parle, lui, de zoocide et jamais de génocide animal. Donc, bilan, la fonction de catégorisation, bon, on a vu, c'est hyper rationaliste, ça nie quand même la spécificité de ce qui s'est passé avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La fonction argumentative suppose l'adhésion à des procédés rhétoriques qui sont vraiment contestables, et à la fois dans leur efficacité et dans leur nature. Hein. Et puis la fonction figurative, bon, bah là, oui, elle reste défendable. C'est vrai que l'image, je veux dire, ce qu'on peut trouver de révoltant dans ce qui se passe dans les abattoirs peut être associé à l'image des camps. Alors là, on peut se rapprocher de la position d'Élisabeth de Fontenay, qui est une philosophe spécialiste de ces questions, qui a écrit en particulier ce gros livre extrêmement intéressant, Le silence des bêtes, et puis ensuite un autre livre, Sans offenser le genre humain. Et Élisabeth de Fontenay, elle a une position qui est spéciste. Elle ne le dit pas comme ça, mais en fait, il y a dans certaines déclarations, elle le dit clairement. Elle est spéciste, elle n'est pas antispéciste. Mais elle comprend qu'on puisse ressentir qu'un juif, à la limite, qui a connu directement ou indirectement l'horreur des camps, puisse avoir cette analogie qui lui vienne à l'esprit. Hein, mais il y a une différence entre reconnaître la pertinence en raison de cette
la fonction figurative de cette analogie, la pertinence de ce rapprochement et son utilisation comme un slogan. Alors, j'ai trouvé un bref extrait vidéo dans lequel elle expose sa position. Les grands écrivains juifs après 1945 ont fait une comparaison entre les bêtes et les juifs. Tous. Oui, mais précisément, cette comparaison, elle pose toutes sortes de problèmes. D'abord parce que l'expression « comme des moutons à l'abattoir », elle a été utilisée, y compris par des juifs dans le contexte israélien, pour dénoncer la supposée passivité des juifs. Donc il y a une valeur de mépris. On s'accommode de la manière dont les bêtes vivent leur mise à mort pour dénoncer la passivité humaine. Et inversement, quand on retourne la comparaison, et quand ça va jusqu'à des slogans de certaines associations militantes qui font des campagnes de publicité en disant le génocide dans votre assiette, sous-entendu accepter l'élevage industriel et la mise à mort massive des bêtes, c'est exactement comme accepter des logiques de génocide. Eh bien, il y a quelque chose d'absolument scandaleux sur le plan moral. Donc, comment est-ce qu'on se situe à l'intérieur du déploiement de tels argumentaires? Mais moi, je n'accepte pas. J'accepte pas. Je vous dirais très franchement que je n'accorde qu'aux juifs le droit de dire ça, de faire cette comparaison. Je m'accorde ce droit qu'aux juifs, et encore aux juifs qui ont souffert quelque chose, qui ont dans leur famille, dans leur généalogie. C'est une chose qu'on ne peut pas répandre comme ça, utiliser comme ça, n'importe comment. Voilà, donc je suis totalement hostile à ça, et ça en dit long sur la dépolitisation, la déshistorisation de ces militants de la cause animale. Est-ce qu'on ne peut pas lutter pour la cause animale et en même temps rester humaniste ancré dans l'histoire récente de l'Occident? Est-ce que les deux ne sont pas compatibles? Moi j'essaie de vivre, de faire les deux à la fois, de toujours rester vigilante sur le sort des hommes, et en particulier sur le sort des juifs, le sort passé des juifs, tout en militant pour la cause animale. Et donc je suis extrêmement critique. Voilà, donc vous voyez la position. Bon, on n'est pas obligé d'être tout à fait d'accord avec elle sur l'idée que seuls les juifs auraient le droit. Bon, mais en tout cas, il est clair que elle fait une différence très nette entre le fait d'émettre cette analogie, bon, comme on l'a vu chez Singer, dans un roman, dans une situation, disons, dans une sphère assez intime, et puis son utilisation politique et son dévoiement. Alors, quelques éléments de conclusion. Donc, cette analogie holocauste animal semble assez peu défendable comme procédé de communication généralisable, hein, comme un procédé de propagande, hein. Mais à moins qu'on adopte un point de vue très scientiste, j'ai utilisé déjà plusieurs fois cette expression hyper-rationaliste, mais là je n'ai pas tellement le temps de le développer. Il faut regarder dans le livre de Fontenay dont j'ai parlé tout à l'heure, donc celui-ci, Sans offenser le genre humain, paru en 2008, où elle a une critique très sévère d'un texte de Paola Cavalieri qui défend les droits des animaux en s'attaquant à un texte de Nuremberg, etc. Bon, j'ai pas le temps de développer ça. Bon, ou alors on la considère comme un marqueur identitaire de l'antispécisme. Je crois que c'est surtout ça, hein. C'est-à-dire que si vous êtes encore un peu gêné par cette analogie holocauste animal, c'est que vous n'êtes pas un vrai antispéciste. C'est que vous croyez encore un peu à la différence entre humains et animaux. Pensez qu'il y a quand même une différence entre le fait que des humains meurent et des animaux meurent. Donc, cette analogie, elle permet de vérifier si vous êtes vraiment antispéciste ou pas. Donc, c'est un marqueur identitaire en ce sens-là. Bon, donc on a vu qu'elle peut être justifiée en raison de sa fonction figurative si elle permet d'exprimer quelque chose comme une sorte de sensation personnelle. Bon, pas forcément uniquement de la part de juifs, mais bon, pourquoi pas, hein, on pourrait le défendre. Donc, cet usage polémique ou propagandiste de l'analogie holocauste animal pourrait être considéré comme une sorte de signature de l'antispécisme. Hein. C'est-à-dire que si
si on considère donc cette analogie dans son utilisation politique, et non plus chez Singer, etc., considérer l'analogie holocauste animal dans son utilisation politique. Les seules personnes qui vont être d'accord pour la défendre, cette analogie, sont les antispécistes. Donc il y a bien quelque chose de lié entre les deux. Hein. Mais si holocauste animal est une expression totalement contestable dans son utilisation politique, hein, que ça relève d'une sorte de peste lexicale, est-ce que, au fond, ça ne veut pas dire que cette opposition spécisme-antispécisme est elle-même problématique, hein. Au fond, est-ce qu'on a besoin de dire si on est spéciste ou antispéciste? C'est une sorte d'artefact conceptuel. Est-ce que vous êtes obligatoirement soit communiste, soit anticommuniste, soit militariste, soit antimilitariste, etc. Vous pouvez très bien dire, je suis indifférent à l'égard de cette... Enfin, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner par cette espèce de pression donnée par les antispécistes en disant, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes un affreux spéciste. Bon. Donc, je pense qu'il faut refuser l'opposition. Hein. On peut se situer indépendamment de ces axes d'opposition. Donc, l'attention à la condition animale est totalement indifférente, à mon avis, à l'opposition entre spécisme et antispécisme, comme d'ailleurs, on l'a vu, le végétarisme. Donc, finalement, cette opposition entre spécisme et antispécisme, eh bien, on n'en a pas tellement besoin. Hein. C'est pourquoi, à cette question, je réponds ceci. Voilà. Donc, il nous reste un tout petit peu de temps si vous avez des questions. Peut-être que vous avez vous-même, je ne sais pas, dans des échanges avec... parce que c'est quand même un sujet qui est assez débattu aujourd'hui. Et vous avez peut-être vous-même entendu d'autres sortes d'arguments, ou je ne sais pas. Et est-ce que je pose, avant que vous répondiez, je me posais la question pour les étudiantes en Chine. Est-ce que ce problème-là d'être végane, spéciste, antispéciste, est-ce que c'est quelque chose qui existe actuellement dans la société chinoise comme ça existe en Europe en ce moment? Non. D'accord. Oui, je m'en doutais un petit peu, mais ça concerne surtout l'Europe. Peut-être un peu moins pas tellement les États-Unis, j'ai l'impression. Un peu, mais pas tant que ça. Hein. J'ai l'impression que c'est surtout l'Europe qui est... Oui. Non, pas de réaction? Bon, bah écoutez, très bien. Donc on se revoit. Alors, je crois que c'est pas la semaine prochaine. Enfin, si, on se revoit la semaine prochaine, mais pas à cette date. C'est-à-dire que j'ai été obligé, je suis à l'étranger lundi prochain, donc j'ai déplacé le cours au 5 mars, hein, donc le jeudi 5 mars. Alors, je vais tâcher de venir, mais il paraît qu'il y aura des grèves à nouveau, donc écoutez, on verra, hein, parce qu'il y a un conférencier qui doit venir en plus, Didier Bottineau. Donc j'espère pour nous qu'on pourra faire le cours, et sinon, bah, voilà. Si on ne peut pas entrer à la Sorbonne, on ne peut pas, hein, de toute façon. Voilà. Merci de votre attention, donc, et à la semaine prochaine.